Kwai aux membres du peuple Wabanaki qui nous écoutent. Salut, je me présente Louis-Philippe Renaud. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime la vie. Plus j'apprends à la découvrir, plus je suis touché par sa beauté, par sa fragilité. Je réalise ce balado parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont le goût, comme moi, d'en prendre soin. Bienvenue à Juste pour vivre. Commençons par souligner que nous sommes ici pour parler de la relation au vivant sur le territoire non cédé de la communauté autochtone Wabanaki. Surtout et tout simplement parce que les Premières Nations ont saisi bien avant nous l'importance de cette relation. Alors bonjour! Aujourd'hui, on a quand même une très belle émission avec une invitée que j'avais hâte de recevoir parce que Vanessa Gauthier, c'est quand même quelqu'un ici à Sherbrooke, en Estrie, qui s'est beaucoup intéressé au vivant, mais dans une perspective du soin, une perspective du social, mais encore plus. C'est ce qu'on va découvrir avec toi aujourd'hui. Pour animer cette belle émission-là, j'ai encore avec moi Philippe Langlois. Merci d'être là, Philippe. Merci, Louis-Philippe, de m'inviter. Merci, Vanessa, de venir. C'est vraiment... je suis super content d'être là pour discuter avec vous deux ce matin. Le thème de l'émission sera en quoi le vivant peut nous inspirer, parce que c'est quelque chose qui t'a, toi, inspiré beaucoup, puis je pense qu'il peut inspirer beaucoup de gens, comme le balado se veut aussi une source d'inspiration. Mais avant de commencer, je te laisserai, Philippe, présenter notre invité. Oui, Vanessa, parce qu'on se connaît depuis peu, en fait. Puis on a déjà eu le plaisir d'avoir quelques discussions sur ce que tu faisais, puis ça m'a vraiment comme fasciné. Tu as mis sur pied une entreprise qui est Être Vivant en Estrie, qui est une entreprise qui offre des formations, des expériences aussi de reconnexion, on peut dire, aux vivants, pour des groupes, pour des individus. Même tu travailles avec des organisations des fois, fait que dans ce contexte-là, tu es accompagnatrice du vivant, travailleuse sociale de formation, donc tu as travaillé aussi en travail social, en éducation, en gestion, donc tu as vraiment tout un bagage. Est-ce que je fais le tour de comment que tu veux être présentée? Oui, tout à fait, c'est okay. Bon. Super, donc comment ça va ce matin? Hey, ça va bien, je suis super contente d'être avec vous. C'est vraiment un thème qui m'habite, qui m'inspire, effectivement, c'est un bon mot, qui est en espèce de trame de fond de toute ma vie, c'est bien au-delà du professionnel. Pour moi, le vivant est comme autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Donc, c'est une superbe opportunité d'échanger ce que vous m'offrez ce matin. Je suis vraiment contente. Puis on doit dire qu'on se réunit... sous un dôme de chaleur. C'est quand même un contexte assez particulier. On peut pas appeler ça une canicule parce que ça fait pas... C'est quoi les critères? 3 jours ou 4 jours consécutifs ou tout ça, mais on est là pour parler du vivant dans un contexte météorologique, disons, vraiment particulier. Puis je venais ici ce matin, puis j'avais le sentiment que ce genre de contexte-là, pour ce genre de discussion-là, allait se multiplier au cours des prochaines années. Puis je trouve qu'en ce sens-là, je sais pas, ça me donne un horizon sur cette discussion-là, moi, qu'on a ce matin, sur toute l'importance qu'il y a de parler de notre relation au vivant aujourd'hui. Oui. Je commencerai par te demander, là, tu as dit, tu as un peu présenté ta relation au vivant comme étant intérieure, extérieure, le vivant en tant que tel aussi. Est-ce que toi, tu auras envie de plus nous en dire sur c'est quoi le vivant, c'est quoi ta relation avec pour que le public puisse bien saisir où tu te situes? Oui. C'est un vaste sujet, comme on a dit tantôt. Le vivant, c'est difficile à définir et c'est peut-être parfait comme ça. C'est-à-dire qu'on est toujours en exploration. Pour moi, le vivant nous appelle déjà à l'humilité. Le comprendre, le saisir, puis le définir, c'est comme tellement complexe puis tellement vaste que c'est parfait de ne pas tout comprendre, puis que ce soit changeant, puis mouvant. Puis pour moi, le vivant, c'est l'appel qu'on a en ce moment dans nos vies et dans notre société, dans notre monde, dans notre humanité peut-être, de revenir à ce qui est vivant en nous d'abord, tu sais. Parce que j'en parlerai tantôt, je pense qu'on s'est un petit peu perdu. On est rendu un petit peu confus, je pense, les humains, sur qui on est. Donc, je pense que revenir en dedans, c'est déjà ça, le vivant. À l'intérieur de moi, j'ai une amie qui m'a dit une fois,
il y a tous les paysages à l'intérieur de toi, Vanessa. Toutes les forêts, tous les lacs, toutes les montagnes sont déjà là. Donc, ça peut sembler abstrait, mais quand on descend dedans, quand on va voir à l'intérieur de nos pensées, de nos émotions, de notre vie intérieure, de notre connexion au grand tout, je dois l'appeler comme ça, il y a tout le vivant déjà. Donc, quand on parle de reconnexion, pour moi, c'est intéressant de déjà retourner vers ça. Puis après, le vivant est là dans nos vies. Tu sais, il est là il est là ce matin, dans ce qu'on lit. On lit ensemble. Il est là quand... à chaque instant, quand on mange, on est là en connexion au vivant, ou on pourrait appeler la nature, mais il y a bien plus qu'une pomme dans ma pomme. Tu sais. Il y a tous les gens qui y ont contribué, il y a le soleil, l'eau, tout ce qui a fait pousser. Mais le vivant, c'est tout ce qui nous rappelle au fait qu'on vit, on vit, on meurt, on a à traverser tous ces cycles-là. Voilà, c'est peut-être bien des concepts, mais probablement que je vais pouvoir encore plus les définir en parlant. Ouais. Là, je t'évoquais, en fait, avec la pomme, cette idée d'écosystème-là. Toi, est-ce que ça t'habite beaucoup, cette notion d'écosystème? Peut-être, je pense que dans le balado, on n'a vraiment jamais défini qu'est-ce qu'un écosystème dans cet ordre-là. Si tu as envie même de dire comment tu perçois l'écosystème là-dedans. Bien, je ne pourrais pas le définir de manière biologique puis scientifique, non, toi, mais je vais vous le le définir dans comment écosystème nous ramène au fait que nous ramène à l'interrelation. Puis l'interrelation, c'est un principe du vivant profond. Et interrelation puis biodiversité, j'y lis souvent, tu sais. J'y mets souvent ensemble. Donc, l'interrelation, je peux le prendre dans la forêt, hein, avec les arbres, les fougères, les champignons, les insectes, les animaux. Puis, je peux le prendre dans notre vie. Notre vie est profondément interreliée les uns aux autres. On s'en est éloigné de cette interrelation-là. On a pensé qu'on était capable d'être des individus séparés. On a séparé beaucoup dans notre société, dans notre monde, puis dans notre pensée, on a séparé. Donc, revenir à l'interrelation, puis au fait que tout est lié, que tout a influence les uns avec les autres, du tout petit, parce que le champignon, avec ses petits filaments, il est essentiel aux grands chênes. Donc, du tout petit au plus grand, du visible à l'invisible, tout est lié. Donc, c'est vraiment un effort important qu'on a à faire de sortir de la pensée binaire et séparante pour revenir à tout est lié. Puis dans la biodiversité, il y a l'importance et l'unicité de chacun. Donc, même si on est tous liés puis on fait toutes partie d'une même collectivité, par exemple, bien, chacun est unique et essentiel. En permaculture, on dit sa niche écologique. Donc, mais à la fois, on est unique, à la fois, on est profondément lié aux autres. Donc, quand on comprend les systèmes, on comprend qu'il y a une intelligence collective profonde dans la nature. Déjà, on le voit dans une forêt. Et cette intelligence collective-là, elle peut être là entre nous, les humains, et entre les humains et les plus qu'humains. Il y a plein de mots pour parler de la nature, pour parler du vivant, mais on est aussi liés les uns aux autres qu'on est liés aux chênes, à la fourmi et au soleil. Mais ça, on a encore de la misère à le comprendre. C'est tellement grand, puis il y a tellement d'invisibles là-dedans que tranquillement, on commence de plus en plus à y revenir, parce que je pense que les premiers peuples l'ont toujours compris, ça. Tu insistes sur la notion d'interrelation, puis il y a plusieurs invités à ce balado-là aussi, tu sais, qui l'ont soulevé, puis tout le fait qu'on a appris beaucoup à séparer, à catégoriser les choses. Comment est-ce qu'on développe dans un parcours personnel cette sensibilité-là à l'interrelation au vivant? Tu sais, par exemple, est-ce que toi, il y a quelque chose dans ton histoire qui a fait qu'à un moment donné, il y a des déclics qui ont été faits, il y a des prises de conscience, puis ça t'a donné envie d'aller dans cette direction-là? Intéressant. Mais dans mon histoire, je pense que l'endroit où j'ai le plus compris l'interrelation des humains entre eux, c'est peut-être en Afrique, c'est peut-être au Togo où j'ai vécu quelques années. Puis eux autres, ils ont un mode de vie puis une vision du monde profondément interreliée. Ils ont vraiment une manière de vivre vraiment très concrètement. Où, si je parle de biodiversité, ben, l'intergénérationnel est là au quotidien. Les bébés, les grands-mamans, tout le monde se côtoie beaucoup. Ils ne se considèrent pas du tout indépendants les uns des autres, mais bien au contraire, très interdépendants. Ils assument complètement cette interdépendance. On a besoin des uns des autres. Puis moi, anecdote,
j'ai voulu faire ma bonne occidentale capable de se débrouiller tout seul, après avoir été tellement accueillie, nourrie, qu'on transporte l'eau pour que je puisse me laver. J'étais comme dans ma grande autonomisation, tu sais, puis j'ai voulu me préparer à manger tout seul sur le charbon, puis aller puiser l'eau moi-même. C'était une catastrophe, tu sais. Je me suis brûlée, puis je me suis pas lavée. J'avais profondément besoin des autres, mais nous, on a inventé tellement de systèmes pour ne pas avoir besoin des autres. On est allé vraiment loin dans cette autonomisation-là qu'on est rendu avec une société d'isolement et de solitude, puis de débrouillandouille. Puis moi, comme mère de 3 enfants, être non interreliée, être seule avec mon chum puis les enfants, c'est une profonde... Je les adore, mais c'est pas comme ça que je vois la vie. C'est pas comme ça que je pense qu'on est fait pour élever des enfants, entre autres. Mais peu importe quelle est notre situation de vie, je pense qu'on est fait pour être liés les uns aux autres, puis avoir besoin, puis s'entraider, puis vivre ensemble. Puis quand mon neveu de 20 ans passe chez nous, ben il me fait une petite vaisselle, puis en même temps, on jase de qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, tu sais. Puis quand ma mère, qui commence à être âgée, est avec nous, ben il se passe toutes sortes d'interrelations profondes quand on est ensemble. Je serais curieux de voir cette interrelation-là. Ce que je comprends, c'est qu'avec Être vivant, tu accompagnes aussi des individus ou des groupes dans une interrelation à la fois avec eux, entre eux, mais avec le vivant qui les entoure, ce qu'on nomme souvent la nature. Ouais. Alors, tu interrelies tout ça, toi, dans ton approche. Oui. Bien, la première chose que je fais, c'est présenter mon ami, mon allié, la nature aux gens. C'est-à-dire que je commence par leur rappeler qu'ici, ils sont chez eux, quand on est en forêt. Qu'ils connaissent ça. Parce que l'humain a évolué 99% de son existence en nature. C'est très récent qu'on s'en est déconnecté. Mais tout notre corps, nos systèmes nerveux, notre créativité, nos humeurs, notre santé mentale, tout autant que notre biologie, a été construit par la nature, pour la nature. Donc, c'est la première chose que je leur raconte, que je leur dis. Vous êtes ici chez vous et tout cela, votre corps le connaît, même si vous êtes peut-être inconfortable avec des moustiques ou de l'humidité ou des branches. Il y a une reconnexion à la nature parce qu'elle est là, elle est inhérente, mais il faut la dépoussiérer parfois. Et on n'a pas besoin d'aller dans le fond du bois. Moi, je travaille dans une forêt parce que c'est comme un moment d'ancrage, d'immersion, d'être profondément plongé dans cette nature. C'est d'abord, on en a les bienfaits d'une manière comme très immersive, très totale, tout en même temps. Mais après cet ancrage-là, je peux le reproduire chez nous, en ville, partout, tout le temps. La connexion au vivant, elle ne nécessite pas d'aller dans le fond de la forêt. Mais moi, je travaille dans une forêt qui va d'abord nous aider à apaiser notre système nerveux. Puis j'explique les bienfaits, qu'est-ce que même la science a démontré, pour que les gens puissent... Pour moi, la science, c'est une clé. On débarre la porte avec la science. Parce que les Occidentaux, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on a besoin de preuves. On est comme ça, c'est parfait comme ça. La science nous a donné énormément de cadeaux là-dessus. Elle a prouvé plein de choses. Il y a plein de choses à prouver encore, là, mais il y a déjà plein de choses qui nous disent que notre corps fonctionne mieux, que notre cerveau fonctionne mieux, que nos humeurs s'apaisent, que notre créativité s'ouvre, qu'on prend du recul sur ce qui se passe dans nos vies, on est à la fois stimulé et calmé en nature, apaisé et plus ouvert, souvent plus capable d'aller vers les autres aussi. Donc, j'explique ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis, en même temps que je l'explique, je le fais vivre. On s'assoit, on se dépose, on ralentit, on descend les marches, on descend, on se rapproche du vivant, on se rapproche du sol. Je leur parle des oiseaux, puis de l'humus, puis il y a quelque chose de métaphorique, mais qui n'est pas une métaphore, c'est qu'on appartient à ça. Puis on retrouve le « Ah ouais, ah oui, c'est vrai, on appartient ici ». Puis tranquillement, les gens, en étant moins dans leur mental, moins stressés, le taux de cortisol descend, plein de beaux facteurs que je pourrais vous citer scientifiquement, mais tranquillement, il se passe quelque chose où ils ressentent un peu mieux en dedans. Il y a quelque chose de plus calme. Ils sont plus capables d'aborder, peut-être c'est... puis c'est pas essentiel, des fois, je ne sais pas ce qui se passe. La plupart, 95% de ce qui se passe, j'en ai aucune idée. Mais les gens retrouvent
une espèce d'espace intérieur, un peu de lousse, il y a un peu de temps il y a un peu de silence aussi en eux qui leur permet d'arriver avec un peu plus de paix en dedans. C'est pas une promesse, mais la nature m'a jamais laissé tomber là-dessus. Puis là, rentrer en contact avec soi, avec un peu plus de paix, et moins je suis quoi, je me juge, mais les autres me jugent-ils? Tu sais, on a un méchant hamster en dedans, hein, dans notre tête. Bien, je suis plus capable de vivre dans toutes mes dimensions. Chez les peuples autochtones, plusieurs peuples autochtones d'Amérique nous rappellent les 4 dimensions, la roue de la médecine. C'est basé sur le physique, le corps, le mental, le cognitif, l'émotionnel, puis le spirituel, notre connexion au plus grand. Puis on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre mental. C'est essentiel. C'est une des 4 parties. Mais une des grandes auteurs et penseuses pour moi du vivant, c'est Robin Wall Kimmerer, une autochtone, une chercheure des États-Unis. Elle dit à ses collègues chercheurs, mais vous travaillez avec un quart de votre potentiel si vous travaillez juste avec votre mental. Donc, si on ramène déjà le cognitif puis le mental à connecter à l'émotionnel, à connecter au spirituel, au plus grand, à ce qui nous dépasse, à l'invisible, puis à notre corps physique, qui est un outil extraordinaire pour connecter à la nature, le corps, bien, on est tout d'un coup déjà en train d'interrelier les dimensions de nous-mêmes. Puis là, bien, retrouver les dimensions de nous-mêmes, on baisse le volume du mental, on monte le volume de d'autres choses en dedans de nous, puis de notre corps, puis de notre intuition, qui est un peu au centre de tout ça pour moi. Bien, il y a une capacité après, encore plus, de connecter à cette nature qui nous a tant bercé puis amené là, puis après, de connecter à cette interrelation avec les autres humains. J'apprécie la précision de ta pensée. Dans le corps, il y a les sens, j'imagine. Ce lien-là, je me trompe? Les sens sont essentiels. Puis quand je dis qu'on vit beaucoup dans notre mental, bien, c'est ça. On habite peu, des fois, le reste de nos dimensions, notre corps et son extraordinaire potentiel d'écouter. Nos sens se ferment aussi beaucoup dans nos vies parce que les bruits sont forts, il y en a beaucoup. Ce qu'on voit n'est pas toujours intéressant. Juste voir des images de nature, même pas y aller, en voir une photo, amène notre cerveau à faire des nouvelles connexions neuronales. Donc, dans sentir, dans respirer différemment, dans toucher, notre corps, la dimension du toucher est tellement importante, puis elle est souvent déconnectée de nos journées, si on y pense comme il faut. Donc, nos sens nous ramènent à notre corps, ils nous ramènent à nous-mêmes, à l'émerveillement aussi, inhérent. Il y a comme jamais, rarement, j'ai vu des gens en nature, après 2 heures, pas me dire « Ah, que c'est beau ». Mais on ne le voit pas tout le temps. Mais c'est beau tous les jours, tout le temps. Puis c'est pas juste beau. C'est toutes sortes de dimensions, l'émerveillement. On avait une invitée il y a 2-3 semaines, là, Mélanie Champoux, qui parlait de cette idée-là de reconnexion au vivant parce qu'elle parlait d'éducation, tu sais, puis elle en avait un peu contre le fait que dans les écoles, on amène les enfants reconnectés avec le vivant. Puis elle disait, mais l'expression est impropre parce que on est déjà connecté au vivant. C'est un peu ce que tu dis, tu sais. Ce qu'on devrait dire. Puis là, en plus, on les amène, puis là, on les met sous stress. En 1 heure, il faut que tu trouves la plante. Comme, non. Il faudrait envoyer un autre message. Puis elle disait, mais en fait, on est déjà toujours connecté au vivant. Puis l'enjeu, c'est d'en prendre conscience. Mm-hmm. Et une fois qu'on en prend conscience, parce qu'il y a des filtres, il y a des rideaux dans notre quotidien qui nous le font oublier, on pourrait dire. Puis une fois qu'on en prend conscience, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réajuster le tir avec ça. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche de faire cette prise de conscience-là de toute la complexité, les différentes dimensions de nous-mêmes dont tu parles? Est-ce que c'est vraiment une absence de présence avec d'autres qu'humains ou c'est un état d'esprit qui n'a pas nécessairement à voir avec des relations avec d'autres choses que des humains? Tu comprends-tu ma question? Quelle question extraordinaire. Philippe Langlois. Dans mon cours, je suis devenue guide de reconnexion nature avec l'Université dans la nature.
Puis dans la première partie du cours, ça s'appelle Éco-Leader. C'est un cours sur la connexion et la déconnexion à la nature. Donc, on a passé plusieurs heures à réfléchir à pourquoi on en est si déconnecté du vivant. Et c'est une question historique, anthropologique, sociale. C'est vraiment une question très vaste. Mais je vais la résumer avec une petite histoire. L'humain est nature. C'est sa famille. Il appartient au vivant. Ça, c'est son appartenance première. C'est une espèce comme une autre. Donc, il vient de là. C'est sa culture. C'est sa manière de voir la vie, de voir le monde, de se nourrir, d'apprendre. La nature, le vivant, là, c'est sa famille. Donc, ça, c'est son origine. Et il a grandi dedans, mais à un moment donné, si je résume, il est devenu comme un tout adolescent, il a eu besoin de s'émanciper. Il dit, moi, je m'éloigne. Moi, je suis tanné de tout ça. Ça, c'est pas moi, ça me tente plus. Puis, il s'est éloigné de sa famille, probablement parce que, comme tout adolescent, il a besoin de se séparer pour aller voir ailleurs. Puis pour s'émanciper, parce que la nature, comment dire, il en était, il était un enfant, puis il voulait devenir plus grand puis plus fort peut-être que la nature, mais il s'est éloigné de ça. Il s'est éloigné de sa connexion au vivant, puis au fait qu'il est lui-même ça. Tranquillement, il s'est peut-être rapproché d'une pensée que je vais appeler, grosso modo, la pensée mécaniste, les machines. Puis il a inventé tout un monde puis la première des parties de ce monde-là, c'est la pensée. C'est la pensée mécaniste. Au début, il faisait bien la différence entre lui et la machine, mais les machines se sont tellement complexifiées qu'ils ont commencé à ressembler de plus en plus à lui. Donc, l'humain a commencé à être de plus en plus confus. Suis-je machine ou suis-je vivant? T'sais? Puis je pense que cet éloignement-là, il a arrêté d'appeler à la maison, puis de donner des nouvelles, puis de prendre des nouvelles. Puis il a oublié qui il était. Il a oublié qu'il était un être vivant. Puis il a commencé, ces temps-ci, dernièrement dans l'humanité, à vivre une forme de confusion. Suis-je machine ou vivant? Et donc, dans cette culture mécaniste, il y a toute une culture, il y a tous des systèmes, il y a toute une vision du monde. Quand on allume on le matin, puis on ferme off le soir, peu importe ce qui se passe en dedans, peu importe notre santé, peu importe ce qui se passe autour, ça, c'est on-off, ça, c'est une machine. C'est la pensée linéaire, c'est toujours pareil, c'est structuré, c'est organisé. Loin de moi l'idée qu'il faut tout jeter, mais il va falloir composter nos systèmes mécanistes puis notre pensée mécaniste. Parce qu'il y a une forme de confusion qui fait que on habite justement juste un espace à l'intérieur de nous puis tout ça. Donc, dans la pensée mécaniste, il y a une confusion identitaire. Qui impacte le réel concrètement aussi. Là. Si on regarde l'état de notre biodiversité, comment que nos politiques traitent le vivant de manière aussi très mécanique, très extractiviste, on va chercher ce qu'on a de besoin, mettons. Oui. Mais je vais faire, pour les bienfaits de cette balado, je vais faire un petit talk sur revenons à l'intérieur. Avant d'avoir des politiciens, puis des pensées, puis des systèmes, déjà en dedans de nous, on commence à voir qu'on se voit mécaniquement, on s'oblige, on a un rythme qui ne respecte pas notre état d'être vivant. On a une vision de nous-mêmes où on se demande d'être une espèce de perfection, où on se demande d'avoir une forme d'apparence. On a une vision déjà on a séparé en dedans de nous le féminin puis le masculin. La pensée mécaniste, elle est à l'intérieur de notre propre vision de nous-mêmes. Et moi, je suis convaincue que c'est la réconciliation intérieure qu'on a à faire. D'abord et en même temps, avec la réconciliation avec le vivant. Puis c'est important, cette réconciliation-là, pour, si je me vis vivante, puis je construis ma vie, puis mes relations comme une vivante, bien, je vais me mettre à aller chercher la nourriture, puis aller chercher les sous, puis éduquer mes enfants, puis etc., comme une vivante. Et là, ben, il va se créer... Moi, je crois beaucoup qu'il y a un monde qui s'effrite et qui va devoir se composter, puis qu'il y a un monde qui pousse. Puis je pense que les deux se passent en même temps. Puis là où j'ai envie d'être, moi, c'est dans le monde qui pousse. Bien sûr, je vis dans le monde qui s'effrite aussi. Mais plus je nourris le vivant en moi,
plus je nourris la réconciliation intérieure, plus je nourris ma réconciliation avec les autres. J'accueille leur imperfection, j'accueille qui nous sommes comme biodiversité, j'accueille que, humblement, je suis une humaine qui ne comprend pas tout, puis que voilà, plein d'éléments, mais je vis dans la confiance, la force de vie, parce que la nature, c'est la force de vie tout le temps. Plus je vis comme une vivante, plus probablement je vais être capable de créer des mondes, des sociétés qui vont respecter de manière inhérente le vivant. Donc, là, je ne suis pas en train de faire Wonderland, ça va être merveilleux. Là. Je ne pense pas du tout que c'est facile ce que je propose. J'en vis tous les jours, tous ces défis. Mais je pense que dans ma pensée de moi-même, après, il y aura ma vision du monde puis ce que je vais construire. Puis le monde est en train de changer. J'en suis profondément confiante. Et il y a un monde qui est en train de pousser différemment. As-tu des exemples pour aider le public? Moi, je trouve, j'ai beaucoup d'exemples dans ma tête quand tu parles, mais pour quelqu'un qui voudrait avoir plus de concret dans ce que tu dis, qu'est-ce qui monte? Comment quelqu'un peut contribuer à justement à monter? Puis qu'est-ce qui s'effrite concrètement, mettons, pour toi? Bien, ce qui s'effrite, entre autres, c'est nos systèmes. Là. C'est nos systèmes qui ne fonctionnent plus parce qu'ils sont tellement gros, puis sont tellement complexes d'organisation, puis sont tellement peu respectueux des vivants que les vivants sont en train de crier à l'intérieur des systèmes puis dire « Hey, ça ne marche plus, je ne suis plus capable. » En pensant au TSO, mettons, le travail supplémentaire. Ben oui, on prend dans les systèmes de santé, je pense que c'est un exemple intéressant. Oui, on a des systèmes très proches, notre système d'éducation, notre système de santé, mais aussi tout notre système agricole, alimentaire, tous nos systèmes. Puis donc, on voit la crise écologique est équivalente à la crise sociale, à la crise du logement, à la crise de santé mentale. Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler, au moment de la pandémie, je travaillais ici à l'université sur la santé mentale des jeunes. Puis je voyais à un moment donné, c'est devenu tellement clair pour moi que moi, je travaillais à aider des humains à vivre avec eux-mêmes. Puis dehors, il y avait la crise écologique qui m'habitait puis qui me préoccupait. Puis je me suis rendu compte que ça avait la même source. On était rendus malades, puis pas bien avec nous-mêmes, puis pas bien à l'intérieur de nous, de la même manière que la nature était en train de perdre sa biodiversité, puis que la crise écologique se passait, parce qu'on n'avait pas respecté le vivant, ni en nous, ni dehors, ni dans notre manière d'extraire les ressources, etc. Donc, ça a la même source. Pour moi, c'est la même racine. Donc, à la fois, nos systèmes sont en train de s'effriter. À la fois, tu me dis, qu'est-ce qui pousse? Mais moi, je le vois que des gens commencent à revenir à un rythme différent. À dire, OK, moi, posséder, c'est pas ça qui est important. Comment je vais manger? Quel temps je vais passer avec mes enfants? Quel temps je vais passer avec moi-même? Les gens recommencent. Je pense qu'il y a de plus en plus de projets extraordinaires qui intègrent le vivant, qui intègrent la nature, et dans l'éducation, et dans la santé, et dans... puis après, là, je vous parle comme dans des cases. Ça, c'est une case, la santé et l'éducation. Comme si c'était deux choses séparées. Ou comme si la vie intérieure et le travail n'avaient pas rapport ensemble. C'est ça qu'on voit dans la pensée séparée. Même notre magnifique université, elle éduque sans la critiquer, là, on va dire qu'on sort d'ici, là, mais on éduque dans un domaine, dans un programme, puis on aborde les problèmes puis les crises que nous vivons comme ça, avec je pense que tous les domaines abordent les crises que nous sommes en train de traverser, mais sans se parler tant que ça, sans travailler ensemble. Comment l'architecte puis la travailleuse sociale peuvent travailler ensemble? Comment le politicien et l'infirmière ont des choses à se dire? Donc, on a aussi besoin de s'asseoir ensemble et de se parler pour trouver des solutions qui vont être comme une forêt. Une espèce de biodiversité, de compétences et de savoir. Exactement. Tu sais, aux États-Unis, à un moment donné, les fermiers ont eu peur des loups parce qu'ils mangeaient leur bétail, puis ils ont presque exterminé. Ils ont tué presque tous les loups. Puis ils se sont rendus compte que quand il n'y avait plus de loups, il y avait plus de cervidés. Puis quand il y avait plus de cervidés, ils mangeaient tout ce qui poussait. Puis finalement, les forêts ne se portaient pas bien. Tu ne peux rien enlever. Tout a rapport. Tout le monde va ensemble. Tout le monde a un bout de la solution. Donc, je reviens est unique et essentiel, mais fait partie d'un tout. Comme d'une grande couverture, d'une grande toile tissée.
Moi, j'ai envie de te demander, tu sais, les gens qui viennent dans la magnifique forêt de Huntingville où tu travailles avec êtres vivants, puis qui passent ce moment-là, qu'est-ce qui ressort de cette expérience-là en termes, parce que tu parles de réconciliation avec soi. Puis je trouve que c'est quelque chose d'intéressant que tu nommes, tu sais, la réconciliation qui est dans le fond une sorte de solution à un conflit intérieur. Fait qu'il y a comme une certaine violence qu'on est habitué à associer à la culture, à la société. Hein. Il y a plein de phénomènes de violence qu'on voit entre humains. Bon, classiquement. Notre situation écologique nous amène à voir qu'il y a peut-être une violence de la civilisation humaine envers la nature. OK. Mais toi, tu l'amènes à l'intérieur de nous-mêmes. Quelle est cette violence qu'on se fait dans ce qui est en train de s'effriter? Est-ce que tu es participant aux séances que tu animes, la vivre, la considères, en prennent conscience? Oui, beaucoup. Puis comment ils la nomment? Comment vous en parlez de ça? De ce qui est violent, de comment on se violente nous-mêmes dans ce mode de vie-là? Je vais prendre la phrase que j'entends le plus quand ça va dans l'aigu, là, dans la violence, parce que des fois, il y a une prise de conscience, une paix, tu sais. Mais si je prends là, les participants qui vivent quelque chose de le plus fort, là, c'est ma vie fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ça n'a pas rapport. Je suis dans le champ. Moi, je l'ai vécu personnellement. Ça n'a pas rapport. Tout ça avait du sens au moment où je l'ai mis, cette partie-là, puis cette partie-là. Puis, OK, j'ai construit une vie qui avait quand même bien du bon sens, on va dire. Même si j'utilise encore le mot, mais tout d'un coup, mon travail ne me convient pas, respecte pas mon rythme, respecte pas mon unicité, ma créativité. Je me sens divisée en dedans quand je vais au travail, parce que ça fait partie d'une des branches d'être vivant, c'est d'amener même le système dans le travail. Donc, je me sens divisée partout. Je peux-tu être une femme puis une mère en même temps? Est-ce que je peux travailler, mais avoir des émotions, puis avoir l'impression que je nourris le sens profond de ce que je suis venue faire sur Terre, tu sais? C'est comme si tout d'un coup, il y a des gens pour qui la connexion au vivant est effectivement assez un choc. C'est-à-dire que quand ils ressentent... Tu as un participant qui disait... Je me sens tellement bien ici, c'est tellement moi, je retrouve tellement ma capacité de réfléchir, d'être heureux, de ressentir de la joie. Il n'y a rien dans ma vie qui m'amène là. Puis on a beaucoup conçu comme la nature puis le vivant comme une espèce de loisir de week-end. Mais tout d'un coup, quand c'est là que tu te sens le plus toi-même, puis que là, il y a un senti de « faut que je retourne dans une vie où je me sens pas moi-même », c'est assez difficile à aborder. Puis c'est là que plus j'avance, plus j'aide. Je comprends qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça. C'est-à-dire que quand les gens en arrivent à l'intérieur à faire « Oh là là, qu'est-ce que je fais? » Il y a comme une petite panique, là. Puis là, un instant, respire. Les réponses sont toutes à l'intérieur de nous. Le vivant est déjà en toi. Tu n'as pas à raser le terrain, comme on en fait quand on développe des quartiers, n'est-ce pas? Tu n'as pas à raser un terrain pour aller replanter des petits arbres en lignée. Fais pas ça de ta vie. Laisse composter, tomber, mourir, ce qui a besoin de mourir. Nourris, arrose, allume, ce qui a besoin de vivre. Mais déjà, on a tout de suite une pensée qui va encore un peu dans l'extractivisme, tu sais. Quand il n'y a rien qui fait du sens, il faut tout enlever. OK, on voit déjà où on est, tu sais. Fait qu'il faut retrouver du vivant, retrouver de la biodiversité et retrouver la confiance profonde. Parce que plus on se lie à la nature, plus on est fasciné par sa résilience. Extraordinaire capacité. C'est une des définitions de nature, il y en a plein. C'est force de vie qui pousse toujours, qui pousse tout seul. Ça n'a pas besoin de nous. Ça n'a même pas besoin de notre intervention. La plus grande métaphore de ça, c'est les pissenlits dans les craques d'asphalte. La force de vie. Mais cette force de vie-là qui pousse, qui génère toujours plus d'abondance, quand on sait respecter la ressource, quand on sait respecter la vie, c'est de l'abondance. Quand on coupe tout, là, c'est du travail.
là, c'est beaucoup de travail pour que ça repousse. Mais si on laisse la nature et le vivant faire son travail, on sera toujours nourri. Donc, intérieurement, il faut que je retrouve la confiance que la vie va pousser, puis que je la nourrisse, que j'y donne de l'amour, que j'y donne du temps, que j'y donne de l'eau. Ouais. Puis par analogie, de voir que c'est un peu comme ça aussi que soit, un peu, que soit on peut se renouveler aussi en accompagnant une transition, un changement, et non pas en faisant table rase, comme tu dis. Oui. Il y a quelque chose d'analogique aussi dans ta façon de parler à la fois de qu'est-ce qui se passe sur le plan des écosystèmes, de la vie, puis d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce que tout ce mécanisme-là que tu appelles fait de nous? Donc, ça doit mourir un peu de la même façon, ça doit revivre aussi de la même façon. Fait que puis, c'est comme, tu sais, notre question, comment le vivant peut nous inspirer? C'est là où tu... Je vais être encore plus pointilleuse même. C'est pas une analogie. C'est réel. C'est-à-dire que nous sommes réellement comme ça. C'est pas comme « Ah, ça, c'est une image, puis ça m'inspire pour essayer de reproduire cette image. » C'est-à-dire que... Là, je ne sais pas si c'est trop compliqué, ce que j'ai trop comme dans ma tête flyé, ce que je vais dire, mais connaissez-vous la forme fractale? La forme fractale, c'est une forme géométrique qui se reproduit, c'est la même forme qui se reproduit à plusieurs échelles. Donc, sur une fougère, on voit très bien la forme fractale. T'sais, on a une grande fougère, puis là, on prend une branche de la fougère, bien, c'est la même forme, comme une mini, puis là, il y a encore une plus petite. T'sais. La forme fractale, c'est une forme qui apaise notre système nerveux, qui suscite, quand on voit des formes fractales dans la nature, ça amène des ondes alpha dans notre cerveau, ça nous calme, ça nous fait du bien, les humains, la forme fractale. C'est une des raisons pourquoi on est bien dans la nature. Mais la forme fractale, elle est partout dans nos vies. Tout est fractal, c'est-à-dire qu'il y a du petit dans du plus moyen, puis dans du plus grand, puis dans du plus grand. Tout se reproduit. Je vais le dire par exemple, tous les matins, on vit un éveil, mais un printemps, une enfance. Je vais le dire de même. Donc, sur une vie de temps, je vais vivre l'enfance, l'âge adulte, puis la vieillesse, puis la mort. Bon. Puis, sur une année, ben, je vais vivre un printemps, un été, un automne, un hiver. Puis, sur une journée, je vais vivre un éveil, une journée, une soirée, puis une nuit. Puis, si je regarde la journée, elle est faite de la même manière. Le matin, le jour dans l'action, dans la production, que l'été, et que l'âge adulte. Et le soir, il y a un ralentissement, comme la vieillesse, comme l'automne, puis l'hiver. Je vais vivre l'arrêt, la jachère. Ça, c'est la forme d'une journée, puis c'est la forme d'une année, puis c'est la forme d'une vie. Bon, ça, c'est la forme fractale. Et on peut la voir, puis on peut la vivre dans nos cycles. Donc, quand je parle de le vivant étant nous, on fonctionne comme lui dans notre vie intérieure, c'est une autre manière de parler c'est une autre fractale. C'est-à-dire que nous sommes, en nous-mêmes, une petite fougère de la vie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est complexe, mais... on est à la fois la complexité de la fougère, chacune de ses parties. On est à la fois la fougère dans la nature. Tu nous invites à voir à la fois petit, à la fois grand, c'est ça? Oui, mais c'est aussi que quand on regarde comment la nature fonctionne, on fonctionne comme elle, on est une partie d'elle. Donc, ce n'est pas une analogie de « Ah, je vais ressembler à la nature ». Je ne ressemble pas à la nature. Je suis la nature, je fonctionne comme elle. Comment s'accompagner collectivement là-dedans? Moi, c'est ce qui m'habite quand je t'écoute, parce que je peux le voir de manière très, on va dire, individuelle, ce que je te dis. Là, toi, tu fais avec Être Vivant des groupes, ça, mais comment ensemble on peut s'entraider à plus se reconnecter avec le vivant? OK. Je vais partir du plus grand, puis je vais revenir au plus petit, là, parce que je parle de la vie intérieure depuis tantôt, là. Mais je vais aller dans le collectif, déjà. Tu as parlé des enfants, tu sais. Puis moi, il y a un écologiste, une fois, qui m'a dit,
Moi, j'ai fait l'erreur de parler trop tôt de la crise à mes enfants. Ça les a heurtés. Puis il y a des recherches qui ont démontré que les enfants devraient passer 0-8 ans, là, on est dans la découverte, la connexion. On vit dans la nature, on touche, on bouge, on connecte complètement. On ne devrait pas parler d'enjeux, de crise aux enfants. T'aurais pas que la télé soit ouverte dans le salon. À peu près. Mais on va y aller avec une grande image parce qu'on est vraiment à sens inverse en ce moment. Là. Jour de la Terre, on ramasse des bouteilles. C'est tout ce qu'on dit aux enfants tout le temps. Puis le 8, c'était 8-12, mais là, on est dans la connaissance. On peut amener ceci est un chêne, ceci est une fourmi, etc. On apprend à comprendre les fonctionnements de la nature. Puis on va parler de ces enjeux-là juste après 12 ans. Parce que moi, ce que je ressens, puis ce que j'ai entendu, puis ce que j'ai lu, c'est que l'enfant est naturellement profondément connecté au vivant. Si vous le regardez vivre, là, avant qu'on travaille fort à l'amener ailleurs, là, il a tout ce qu'il faut pour connecter au vivant. Puis émotionnellement, ça le heurte profondément quand on lui parle de l'ours polaire sur la banquise. Tu sais, toutes les histoires des enfants sont faites avec des animaux, hein? Parce que ça leur parle. Eux, ils ne font pas de différence entre eux et l'ours. Ils se savent espèces vivantes, les enfants. Ils se savent frères de l'ours. C'est la pensée occidentale et mécaniste qui leur enlève cette idée-là. Mais tous les livres d'enfants parlent du lapin puis parce qu'ils sont comme le lapin puis l'ours, les enfants. Donc, quand on leur parle de crise, qu'il y a un ours affamé sur une banquise, on les heurte profondément. Puis ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Puis on est en train de leur inculquer une haine de soi. Du grand soi ou le soi? De soi comme espèce. Moi, mon espèce est dangereuse. Elle fait mal à l'ours. Donc, j'appartiens à quelle gang de fous? Puis là, dans cette idée-là, dans la haine de soi, il y a nécessairement, si j'ai peur d'être dangereuse pour toi, Louis-Philippe, là, je vais m'éloigner. J'ai l'idée que si je m'approche de toi, je vais faire mal. Je ne vais pas savoir faire. Donc, je vais m'éloigner. J'ai peur de te blesser. Puis, je commence mon idée avec ce que je suis est dangereux pour l'autre, pour la nature. Donc, déjà, pour moi, c'est fausse route. C'est profondément ancré en moi, mais c'est mon idée. Les enfants ont besoin de savoir et d'entendre, les enfants puis les jeunes, qu'ils appartiennent à une espèce un peu adolescente, qui a un peu chiré, qui s'est un peu trompée, mais qui est profondément capable de d'autres choses. Puis ça, on le sait, parce que sur des territoires autochtones, on va fermer des zones de conservation à l'humain. Il n'y a personne qui va y aller, puis d'autres, on va les confier à certains peuples autochtones qui vont continuer de cueillir, pêcher, couper, vivre. Puis les zones les mieux conservées seront lesquelles? Celles où l'humain a continué d'interagir en connaissance et en révérence de la nature. Donc, un humain qui connaît et qui se sent profondément lié à la nature n'est pas mauvais pour la nature. Donc, déjà, pour moi, cette idée-là, elle est profonde dans ce qu'on a à dire à nos enfants. Regarde comme tu es capable, si on apprend, à revenir à notre juste place, l'humain, la juste place que nous habitons, humblement, on est capable d'être bon pour la nature. Donc, pour moi, que l'enfant s'émerveille, découvre, apprenne à aimer et à protéger, bien sûr, mais c'est prouvé que la vision, la connexion profonde à la nature amène des comportements éco-responsables. Si j'aime, je vais défendre, je vais protéger. Puis il y a une jeune qui m'a répondu il n'y a pas longtemps, la colère est une importante force d'action. Puis ma collègue Mylène y a répondu, l'amour aussi est une importante force d'action. Puis moi, je pense qu'on est allé très loin et ça avait des objectifs nobles dans la catastrophe. Mais là, ça suffit. Si je suis sur un bateau qui brûle puis que je passe mon temps à courir en criant « ça brûle », j'aide pas les matelots à trouver des solutions. Il faut qu'on arrête de crier dans les oreilles des enfants puis des jeunes que ça brûle. Reviens ici, là. Respirons. Les adultes, parce que c'est nous,
pour l'instant, qui sommes là, pas les enfants, c'est pas eux qui décident. Donc, c'est nous qui sommes là. Respirons, regardons-nous dans les yeux, puis disons-nous, on est capable de sauver le bateau. Pour vrai, si je veux interpeller les forces de vie les plus intelligentes et actives dans les humains, il faut que je leur dise, t'es capable, puis t'es bon, puis j'y crois, tu sais. J'entends de la communication parce qu'à ma question, comment on peut s'entraider là-dedans collectivement, il y a beaucoup de communication dans ce que tu dis. Il faut communiquer, non? Bien, tu sais, communiquer... Oui, mais si je communique juste avec les mots, je parle encore à ta tête. Ta tête parle à ma tête. Puis ça, on comprend ça, on connaît ça. Ça, c'est un canal qu'on connaît. Moi, j'aime bien faire vivre les choses, les faire descendre en dedans, les faire aller dans le corps, puis adopter toutes les parties de moi, puis interpeller toutes les parties de toi, puis qu'on vive des choses ensemble. Communiquer, pour moi, il y a faire vivre. Puis pour moi, amener mes enfants jouer dans le ruisseau, c'est un geste profondément écologiste. Parce que je leur fais vivre des choses. J'ai pas besoin de parler. Ils communiquent déjà tellement bien, eux autres, avec le vivant, tu sais. Laissez-les vivre. Puis bien sûr, de temps en temps, il y a des choses à rectifier, là, mais très peu. Il faut juste comme encadrer un peu, là. Mais faire vivre, puis pour moi, c'est la même chose chez les enfants que chez les adultes. Je pourrais vous parler longtemps, puis j'adore parler. J'aime beaucoup les idées. Mais j'ai appris que plus j'amène les gens à faire vivre, puis plus je fais confiance à leur nature profonde, plus je les amène en dedans, et puis je les amène à connecter au vivant, plus ils vont savoir faire. C'est une pédagogie de l'expérience, en fait. Fait que collectivement, tu sais, comment s'accompagner, toutes les initiatives, parce que là, tu parles des enfants, mais il y a aussi les adultes qui, comme tu dis, décident. Toutes les initiatives qui permettent de varier les expériences, de sortir de nos écrans, de sortir de nos espaces de travail, de nos rythmes quotidiens aussi. C'est des choses qui nous permettent, selon ce que tu nous présentes dans le fond, qui nous permettent de mieux penser cette transition-là. Tout à fait. Parce que l'expérience fait toute la différence. Tant que je suis dans la réflexion, tu sais, c'est important la réflexion, mais c'est surutilisé. Tu sais, si tu me dis, OK, t'as le premier ministre qui passe une journée avec toi, on va pas passer ma journée à y parler. On va aller dans le bois. Puis à un moment donné, je vais avoir accès à une autre partie de lui aussi. Je vais avoir accès à son cœur. Puis ça fait partie de comment on a réussi à autant détruire. On a coupé intérieurement des signaux essentiels. Parce que si on avait gardé en dedans de nous ce qui allume quand mes émotions sont touchées, quand ma connexion sacrée est touchée, quand mon corps est pas bien, puis il me répond, puis il m'envoie des réponses, il m'envoie des signaux. Si je n'avais pas coupé sur la ligne toutes ces parties-là, il y a des choses qui n'auraient pas été possibles. Si les décideurs étaient capables d'aller en dedans, dire, est-ce que cette décision est en cohérence profonde avec mes émotions, ma vision de la vie et ce que mon corps me dit, je pense qu'on n'aurait pas pris les mêmes décisions. Vandana Shiva est une écoféministe extraordinaire. Vandana Shiva dit, en sortant le féminin, et là, entendez-moi, je ne parle pas juste de la femme, je parle du féminin, puisque le féminin est là, là et là. En sortant le féminin des postes décisionnels, des grandes mouvances depuis plusieurs millénaires de ce qui a modelé le monde, on arrive où est-ce qu'on est aujourd'hui, en séparant le masculin du féminin. Donc, le féminin, elle, ce qu'elle dit, c'est une capacité inhérente de prendre soin du vivant. Parce que le féminin porte la vie, donne la vie. Le vivant, c'est à la fois, bien sûr, le bébé, mais c'est le lien qu'on a ensemble. C'est le lien qu'on a au vivant. C'est les vulnérables, c'est les personnes âgées, bref. Le féminin prend de manière inhérente soin du vivant. Puis le féminin en toi, s'il est là assis à côté du masculin pour guider, ben il va avoir de l'action, puis il va avoir, puis il va avoir la protection, le prendre soin. On a besoin de réapprendre à prendre soin. Puis que homme comme femme, on réapprenne à prendre soin, pas juste à être dans
l'action puis la production. Donc, quand on rallie les deux, je me souviens plus si je suis en train de répondre à la question. Mais bref, est-ce que Vandana On Shiva parlait de pédagogie, de l'expérience, dans le fond. Oui. Puis dans l'expérience, ben, si je ramène le féminin puis qu'il est capable d'être assis au guide à côté avec le masculin, mais ça, c'est une image. Le mot féminin et masculin, il y a des peuples qui appellent ça yin-yang. C'est un et dans l'autre, c'est pas séparé. Mais bref, dans la pédagogie de l'expérience, dans vivre des choses, ben il y a après la suite du monde, quand tu retournes constamment là, dans ta connexion au vivant, mais après, il y a des décisions, des manières de vivre, des manières de te comporter avec toi-même et avec les autres qui changent inévitablement. Ce que peut pas faire la technologie. Je veux dire, je pense à l'intelligence artificielle dont va prendre de plus en plus de place, là, mais elle ne va pas se reconnecter à son vivant. Alors, est-ce qu'on est quelque part en laissant toujours plus de place à une technologie omniprésente dans nos vies? On ne vient pas justement nuire à cet appel que tu fais de se reconnecter à ce qui est vivant, même pour prendre des décisions politiques, qui construisent nos vies, qui organisent nos sociétés. Complètement. Puis, tu sais, loin de moi l'idée de dire, OK, on retourne en arrière. Il y en a qui disent ça, on retourne en arrière, c'est comme retourner à une autre époque. Pas du tout. L'idée, c'est si je réconcilie mes parties intérieures, puis je me réconcilie avec mon interrelation, puis avec l'intelligence collective profonde que nous avons avec nous, puis avec le vivant, on sera capable de prendre des décisions qui respecteront le vivant. Puis il y a des technologies qui seront pertinentes pour la suite du monde, puis d'autres, non. Donc, il y a une juste place. C'est juste place pour chaque chose. Puis là, dans les technologies, ben on pense qu'on est dans des solutions parce que, entre autres, on confond ce qu'on a réellement besoin. Donc, de quoi on a vraiment besoin, là? Si je veux vivre la vie la plus vivante possible, la plus cohérente avec l'être vivant que je suis, de quoi j'ai besoin, ben il y a beaucoup de choses à mettre dehors, là. Il y a beaucoup de ménage à faire. Il y a une discussion d'abord à avoir aussi ensemble. Il faut déterminer de quoi on a besoin. C'est pas ta réponse qui va nécessairement être la même que la mienne. Non. En fait, il y a peut-être des réponses qui vont s'entrecouper, on peut le déduire, mais ce serait une expérience démocratique intéressante, en tout cas, à se réapproprier le qualitatif de la vie, non? J'ai de plus en plus de bémols sur la démocratie. C'est-à-dire que quand tu regardes... on peut regarder... connaissez-vous Frédéric Laloux? Oui. Non. Frédéric Laloux. Bon, c'est pas grave. On le met... Un auteur super qui écrit Reinventing Organization. Donc, il parle de comment réorganiser nos organisations. Donc, réinventer nos organisations qui sont tout autant... moi, je l'applique même à la famille, là, mais tu sais... nos organismes, nos institutions, puis nos sociétés. Mais lui, il s'adresse au monde du travail, donc aux entreprises, puis aux organisations. Puis il trace l'évolution de l'humain dans sa manière de s'organiser en groupe, collectivement, tu sais. Puis là, il a défini différentes phases de l'humain, tu sais, au début, chez l'homme des cavernes, par exemple. Là. Puis là, il y avait une manière où il y avait beaucoup de pouvoir, tu sais, beaucoup de hiérarchie. Après ça, il y a eu beaucoup de hiérarchie. On était très pyramidal. Puis il y a différentes phases d'organisation, tu sais. Puis la démocratie, elle en fait partie. Mais quand il parle de Reinventing Organization, il arrive à une phase d'organisation du commun, du collectif et du travail qui ressemble à la nature, où on reproduit plus un écosystème, où on est moins dans tout le monde égal, plutôt chacun dans sa force, chacun dans son plein potentiel. On est plus dans interagir là où notre plein potentiel nous appelle et non tout le monde décide pareil. Et donc, la démocratie, pour moi, c'est un des systèmes qui s'effrite. Entendons-nous, je ne suis pas en train de dire qu'on s'en va vers quelque chose qui ne sera pas à l'écoute, au contraire, mais bien une intelligence collective qui fait plus appel à l'intelligence des écosystèmes, comme fonctionne notre cerveau, par exemple, où on peut penser qu'il y a une forme de chaos. C'est assez complexe, mais c'est moins linéaire, moins organisé, moins en boîte. Là,
Donc, notre cerveau, une forêt, fonctionne de la même manière. Puis lui, il nous appelle, il nous invite à avoir une vie collective qui ressemble plus à un écosystème. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. Je pense qu'on peut inviter les gens à découvrir Frédéric Laloux. Je pourrais mettre un lien ou deux en description du balado. Même les communs, je pense. Moi, j'ai découvert ça récemment. Je ne sais pas vous, le fonctionnement des communs. Ça, je pense que c'est des bonnes pistes parce qu'il y a de quoi faire effectivement là-dedans. Je vois le temps avancer. Philippe, est-ce que tu veux poser une des dernières questions de notre balado aujourd'hui? Non, je suis interpellé par tes réflexions sur la démocratie. C'est sûr que, tu sais, je trouve ça difficile d'imaginer comment on peut organiquement, dans des collectivités relativement grandes, même dans des petites, dans des familles, trouver son plein potentiel puis s'arrimer de manière, tu sais, harmonieuse les uns aux autres dans nos actions. Fait que, pour moi, la question qui décide, tu sais, reste toujours importante, puis la démocratie nous offre vraiment la réponse, je dirais, la plus respectueuse à la diversité, à la question « Quels sont nos besoins? » Qui va en décider? Fait que je suis quand même interpellé par cette idée-là que la démocratie est un système qui s'effrite. Je le vois quand j'observe l'actualité, mais c'est pas quelque chose que je souhaite précipiter non plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'on devrait essayer de précipiter, puis par quoi on le remplacerait, tu sais, concrètement, au niveau de l'organisation plus macro? Bien, c'est vraiment une grande question sur laquelle je ne suis pas une experte. Là. J'y vais vraiment avec ma humble contribution de ce que je lis puis de ce que je réfléchis. Mais je reviendrai à... Je n'ai aucune intention de précipiter quoi que ce soit, en fait, dans le sens que ce qui a besoin de mourir meurt tout seul. Là. J'ai rien à y voir. Ni toi, ni moi, ni grand monde, en fait. Puis, ce qui a la force de pousser, pousse. Puis, moi, je pense que les deux se passent en même temps. Tu sais, l'interrelation, c'est sortir du « ou » puis rentrer dans le « et ». Donc, la démocratie existe et il y a d'autres choses de possibles. Donc, la démocratie a des choses extraordinaires qu'il faut garder, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le compostage, tu sais. Il y a des nutriments, puis on ne perd pas. Ça va repousser en d'autres choses. Puis les deux sont en train de se passer pour moi. Mais, et c'est là la forme... Tantôt, tu t'as dit, ouais, mais tu sais, c'est-tu possible de décider... Nos organisations sont tellement grandes, tu sais, puis c'est peut-être une partie pour moi du problème, c'est que je reviens à la forme fractale. Il y a besoin de pouvoir décisionnel à tous les niveaux. Puis du collectif, tu sais, il y a quelque chose en psychologie qui dit que l'humain se sent en sécurité dans une collectivité d'à peu près 100 de personnes. Comme de manière profondément ancestrale, là, il était capable de se réguler là, avec 100 de personnes parce que là, c'est connu. Là. 100 personnes, je suis capable de retenir le nom puis le visage, de savoir où sont mes alliances, là où c'est moins facile, qui a quelle force. Puis là, ça, c'est un petit village. Hein, c'est petit. Ou c'est un petit hôpital. Petit. Et nous, on est allé dans le sens inverse. On a grossi les affaires, puis là, il y a une personne qui prend une décision pour 10 000 autres. Alors qu'il y a une intelligence dans la petite communauté qui peut aller dans... Quand je parle encore de la forme fractale, c'est tu vas avoir la petite cellule, la petite famille, puis après, tu vas avoir le petit quartier. Puis il faut redonner du pouvoir là. Dans le petit, le local, le moyen, il faut que les gens puissent être collectivement capable de biodiversité aussi. Tu sais, dans ton quartier et dans le mien, il se passe peut-être pas les mêmes affaires, on n'a peut-être pas les mêmes besoins, on n'a peut-être pas les mêmes réponses, mais en même temps, on habite dans la même ville, par exemple. Tu sais, puis cette ville-là, ces petites cellules-là doivent se connecter les unes aux autres pour avoir aussi un espèce de fonctionnement général. Mais la centralisation du pouvoir, pour moi, c'est le contraire du vivant. Elle est déconnectée. Oui. En fait, tu critiques une démocratie déconnectée. Oui, ben, plus vastement que ça. Mais... Plus vastement que ça, mais c'est comme si dans la manière de le présenter. Oui. Pour toi, il faut que ça reste connecté. Parce que la démocratie, c'est précisément une décentralisation du pouvoir dans l'esprit. C'est toujours ça. Oui. Mais tu sais, je pourrais vous parler longtemps de... Moi, j'habite en coopérative d'habitation, puis tu sais, coopérer les humains, on est capable, mais on a toutes sortes de travers. Puis la pensée de Frédéric Laloux m'a amené beaucoup... J'ai trouvé ça très rafraîchissant, puis très... empuissançant d'imaginer qu'on peut fonctionner comme une forêt et non
comme un calendrier. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais... Ça mériterait tout un balado, je pense. Oui, c'est sur la ça. pensée de Frédéric Laloux, même plus qu'un. Oui. Je vois le temps qui file. Est-ce que tu aurais une dernière pensée à partager pour que notre public puisse repartir avec cette discussion-là en disant « Ah ouais, moi j'aurais envie de faire ça, j'aurais envie de plus m'inscrire dans ça. » Tu as beaucoup parlé d'un cheminement, mais je vais te poser, ma question sera encore plus difficile. Comment on pourrait tout faire ça sans toi, sans être vivant, sans des espaces où est-ce que là, on est accompagné, mais vraiment personnellement ou dans un petit groupe. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais reprendre l'idée de quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui dit tu sais faire. L'humain sait faire. Mais en même temps, là, on va dire, mais là, l'humain sait faire, regarde où c'est qu'il est rendu, tu sais. Mais pour vrai, pour moi, la nature, elle est source extraordinaire de réponses. C'est-à-dire que avant d'être capable, des fois, de le voir en moi, puis de trouver les réponses en moi, puis de savoir faire toute seule, je retourne dans la forêt. Je retourne à la rivière. C'est là que je vais y déposer mes questions. Puis je trouve, parce que déjà, elle va faire un petit travail en moi pendant que j'y suis, mais en même temps, je la regarde, je la ressens, puis tout y est. Les réponses sont là. Pour moi, je ne suis jamais ressortie de la même manière que je suis rentrée dans un lieu. Puis je vous dis la forêt, puis des fois, c'est l'arbre au parc, là. Mais humblement, il faut redescendre, là. Je ne sais pas. Parce qu'on sait, puis on a voulu savoir, puis être bon, puis comprendre, puis on veut des réponses, tu sais. Mais il faut revenir à... Je m'en remets à plus grand. Je ne sais pas. Le vivant a quoi à me dire sur cette question-là? C'est beau, cette image-là, d'aller au parc pour se déposer dans les moments où tu as du trouble, puis où tu te demandes quoi faire. Je trouve que c'est une belle image. Oui. Puis on peut écouter... Puis s'inspirer. Oui. À la fois en dedans, puis à la fois dehors. Puis le dehors va parler au dedans. L'arbre qui tombe, mais qui a été attrapé par un autre, tout d'un coup, va me donner comme... Ah, OK, il y a peut-être une image là-dedans. La fourmi qui passe, puis qui m'attire. Le bouquet de fleurs qui est là, planté là. Il y aura des... La nature, quand on l'écoute, on la ressent, on vibre avec elle. Elle va nous dire... Ah, ça va comme pouf! Pour moi, ça fait, tu vois, clouc! Ça connecte entre ce qui se passe en dedans de moi puis ce qui se passe en dehors de moi. Puis ça a tout rapport ensemble. Merci, Vanessa. Merci. Merci. J'espère qu'on se recroisera au parc ou en forêt. Assurément, avec plaisir. On a une couple de lieux communs. Oui. Alors, au plaisir tout le monde. On se reprend une prochaine fois. Merci. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié les échanges et les réflexions. Il me ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions pour que je puisse améliorer la qualité du balado. Vous pouvez me les communiquer via la page Facebook Juste pour vivre, mon LinkedIn ou sur Instagram. Profitez-en pour partager les entrevues que vous avez aimées et restez à l'affût. Une 20aine d'épisodes sera mise en onde d'ici la fin de l'été. À bientôt!